Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek, un max d'informations aujourd'hui, et oui c'est la fête au village. On va parler de PS5, un nouveau firmware qui a amélioré apparemment les performances, on va parler de Nvidia et son DLAA et non pas le DLSS. On va parler également de Intel, vous savez qu'ils vont de plus en plus processer chez TSMC. Je vais vous en donner les raisons techniques un petit peu plus, pourquoi ils font ça. Je vais parler également de AMD RDNA 3 et RDNA 4. Je vais parler également encore de AMD avec son TensorFlow et sa collaboration avec Microsoft DirectML qui pourrait déboucher d'ailleurs sur une amélioration pour les Xbox Series X et S potentielles, plus bien entendu toutes les cartes graphiques AMD, les nouvelles cartes graphiques AMD sur PC. On va parler également, et pour finir, de Kena Bridge. Et oui, Kena Bridge of Spirit, j'ai acheté le jeu, donc je vais parler de ce jeu, bien entendu, je vais en parler du côté du problème qu'il y a, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti en physique, vous connaissez le problème, et je vais parler surtout du jeu lui-même, ce que j'en pense au début du jeu, puisque j'en suis pour l'instant qu'à quelques heures de jeu. A tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser une chose à tous mes abonnés. Et oui, mes abonnés, regardez si vous êtes encore abonnés, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont signalé qu'ils avaient été désabonnés. Et je le vois dans les statistiques de mes vidéos. Effectivement, par exemple, la dernière vidéo, j'ai gagné pas mal d'abonnés et j'en ai perdu plus. Et oui, c'est assez étonnant. Alors peut-être qu'ils n'ont pas apprécié la vidéo en question, c'est possible. Mais je sais que j'ai des abonnés qui m'ont déjà écrit en me disant « J'ai été désabonné, je ne comprends pas pourquoi alors que je regarde toutes tes vidéos ou quasiment toutes. » Donc si vous pouvez vérifier que vous êtes encore abonné, que la petite cloche est encore activée, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc les nouveaux venus, pourquoi pas, abonnez-vous parce que bien entendu ça aide les petites chaînes à grimper et à être un peu plus visibles. Autre information, avant de commencer cette vidéo, je tenais à féliciter Anakin. Anakin, vous savez, c'est un indépendant tout seul qui, en dehors de son temps de travail, programme un jeu, Age of Albuvia. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai à la fin du mois, parce qu'en octobre, il a réussi à intégrer le Steam NeoFest. Et oui, il va représenter la France avec son jeu à la Steam NeoFest, c'est quand même superbe, surtout pour quelqu'un qui développe en dehors de son temps de travail. C'est un jeu que j'avais essayé au début qui était proprement excellent, depuis il a fait de nombreuses modifications, il a une petite communauté qui a commencé à se créer autour de lui et j'en suis très content pour lui et j'espère que ça continuera et que surtout lorsque son jeu sortira, on sera nombreux à le commander et surtout à suivre également en octobre l'événement en question. Commençons tout de suite par l'information un peu comique du jour. La PS5 a des performances augmentées avec le dernier firmware. Alors attention, je ne critique pas la PS5, je vous répète, j'en suis très content. Actuellement je joue à Kena Bridge of Spirit, je joue également à Deathloop, donc voilà, je joue beaucoup sur la PS5. Mais quand même, il faudrait faire attention en tant que journaliste JV au point de vue technique. Digital Foundry a dit qu'effectivement les performances étaient un peu améliorées avec le dernier firmware. Écoutez, de 1 à 2% sur certains jeux seulement. 1 à 2%, c'est 1 à 2 FPS. Bah écoutez, moi j'ai même du mal à croire qu'on puisse le mesurer comme ça, il faut vraiment être très précis, c'est-à-dire que je vous ai répété, il faudrait aligner une centaine de consoles au minimum, voir avant et voir après si effectivement en faisant la moyenne, on obtient bien ces 1 à 2 FPS supérieurs. Ce n'est pas fait, c'est fait sur une seule console, bref, ça ne vaut pour moi pas grand-chose comme mesure. En tout cas, on peut déjà dire que ça ne diminue en rien les performances, ce qui est déjà pas mal. Intel va faire ses nouveaux GPU Arc Alchemist. Il va les processer chez TSMC avec le nœud 6 nanomètres. Pour plusieurs raisons, ils disent déjà que ils n'ont plus la capacité, ils n'ont pas la capacité dans leur propre usine de faire, de processer ces GPU. Oui, sans doute, mais c'est plutôt parce qu'ils vont les processer en 6 nanomètres et qu'actuellement, je vous rappelle que Intel sont en 10 nanomètres, super optimisés certes, super fin, mais en 10 nanomètres quand même. C'est-à-dire que le 6 nanomètres de TSMC, on intégrera plus de transistors au millimètre carré, donc les puces seront un peu plus petites, donc on sortira plus de puces par wafer, et c'est ça qui est très important, par plaquette de silicium. Et d'ailleurs, ils processent des GPU côté TSMC, pourquoi ? Parce que sur une plaquette, on peut processer plus de CPU que de GPU. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Un Ryzen 5950X, un sacré bébé quand même, il possède, c'est un MCM, multi-chip module, on en parlera d'ailleurs après. Eh bien, il y a deux puces à l'intérieur de 81 mm, plus une puce de 125 mm. C'est composé de 3 puces à l'intérieur, si vous préférez. Et ces puces sont bien entendu processées sur différentes plaquettes de silicium. En comparaison, vous avez la RX 6900 XT qui fait 520 mm². Et oui, ce n'est pas la même chose. En prenant la même densité de défauts, c'est-à-dire le même nombre de défauts qui tomberaient sur la plaquette,
entre, bien entendu, le CPU et le GPU, qu'est-ce qu'on obtiendrait sur une plaquette de 300 mm? Eh bien, pour le CPU, pour les petits chips, les 81 mm², on obtiendrait 691 puces sur une plaquette. Comme il en faut 2 par CPU, on diviserait, donc c'est 691 puces bonnes, je précise, puces bonnes, on les diviserait par 2, ça ferait 345 puces bonnes, la dernière on la coupe en 2. Pour le côté 125 mm², vous savez la troisième puce qui compose le CPU, le 5950X, qui fait 125 mm², on obtiendrait 433 puces bonnes. Et donc ça veut dire qu'en gros, on aurait 345 puces 5900X avec 2 plaquettes de silicium. Une plaquette pour les 81 mm², une plaquette pour le 125 mm², et tout ça fait qu'on aurait 345 puces bonnes avec 2 plaquettes. Et bien pour la RX 6900 XT, je vous rappelle 520 mm², on obtiendrait 60 puces bonnes, avec le même taux de défaut, la même densité de défaut, 60 puces bonnes. On aurait 2 plaquettes, puisqu'il faut prendre 2 plaquettes en équivalence, ça veut dire 120 puces bonnes, au lieu de 345 puces côté CPU. C'est-à-dire finalement, pour une même production, 3 fois moins de GPU qui sortent que de CPU. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a beaucoup plus de transistors dans les GPU que dans les CPU. C'est ça le problème. Et donc, bien entendu, les puces sont plus grosses. Vous comprenez maintenant pourquoi Intel est intéressé de faire du 6 nanomètres, voire bientôt du 3 nanomètres chez TSMC sur les GPU. Autre raison un peu moins divulguée, si à TSMC ils occupent une ligne de process, eh bien celle-ci n'est plus libre pour les autres concurrents comme Nvidia et AMD en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que c'est le Nvidia DLAA? Eh bien, le DLAA, c'est l'anti-aliasing, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les Tensor Core, vous savez, des cartes RTX 3000 et 2000, non pas pour faire du DLSS, super résolution, vous savez, l'upscaling par exemple du Full HD vers du 4K, pour simuler du 4K natif. Non, ils vont l'utiliser par exemple sur du 4K natif déjà, ou alors du Quad HD, mais pour augmenter la précision de l'anti-aliasing, de l'anti-crénelage. Vous savez, le crénelage, c'est ces petits escaliers, et on affine au maximum toutes les arêtes pour rendre l'image de plus en plus précise. ZeniMax, un développeur de ZeniMax, donc de Elder Scrolls Online, qui est le premier prototype à avoir utilisé le DLAA, dit que c'est juste superbe en termes de résultats. Bien entendu, il faudra attendre pour le vérifier, mais ça a l'air effectivement très très beau. C'est-à-dire qu'on peut aller vraiment vers du photoréalisme, ce qui est très intéressant, bien entendu, en termes de qualité graphique. Par contre, attention, on ne peut apparemment pas utiliser en même temps le DLSS et le DLAA à vérifier, bien entendu, mais j'attends avec impatience les premiers résultats visuels. On va parler maintenant de AMD. AMD et son alliance avec Microsoft, le TensorFlow versus le DirectML, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter radicalement le calcul intelligence artificielle dans les GPU, c'est-à-dire qu'ils ont un gain de 4 fois, plus de 4 fois, grâce au TensorFlow mélangé au DirectML. DirectML, je vous rappelle que ça ne fait pas que de la super résolution, il y a plein d'améliorations dans le DirectML de Microsoft. Et donc ce mélange avec AMD, ça marche visiblement sur tous les GPU qui sont compatibles DirectX 12, donc c'est très intéressant, et on a un gain de performance très important en intelligence artificielle, donc pour tous les calculs mathématiques, statistiques et autres prédictifs qu'on peut faire bien entendu dans les entreprises. Alors vous allez me dire, mais en jeu, à quoi ça va servir? Eh bien, il y a, je vous rappelle quand même, un petit truc qui utilise aussi ce système, c'est le FSR. Et oui, le Fidelity Super Resolution utiliserait potentiellement cette nouvelle amélioration. Et donc ce gain phénoménal pourrait être utilisé, par exemple pourquoi? Eh bien pour passer par exemple d'un mode de performance à un mode super optimisé, tout en gagnant énormément en FPS. Bien entendu, tout cela reste à vérifier. À vérifier également si on pourra l'intégrer dans la Xbox Series X et la Xbox Series S, puisqu'il faut du RDNA 2, ça marche avec le RDNA 2, je le précise aussi. Xbox Series X, Xbox Series S sont en RDNA 2, DirectX 12, donc tout à fait compatible normalement avec cette nouvelle évolution. En passant, on peut signaler que Far Cry 6 apparemment bénéficie d'une forte amélioration en termes de FPS grâce au FSR, puisqu'on obtient 50% de gain, on passerait de 60 FPS à 90 FPS. Alors, l'information, c'est AMD qui l'a donné, ils n'ont pas donné le setup pour faire ça, mais grosso modo, quelle que soit la carte, on obtiendrait 50% de gain avec le FSR. Mais ils n'ont pas donné non plus quel mode, c'est-à-dire super optimisé ou performance, parce que le résultat visuel à la fin n'est pas tout à fait le même. En attendant d'en savoir plus. Parlons maintenant rapidement du RDNA 3 qui va arriver normalement
deuxième semestre 2022, et ensuite le RDNA 4 qui arriverait 2023, fin 2023, 2024. Le RDNA 3, je vous rappelle donc, c'est les RX 7000 en RDNA 3 qui devraient arriver donc fin de l'année 2022. Ils espèrent des améliorations considérables, parce que je vous rappelle que le RDNA 3, comparé au RDNA 2, c'était l'équivalent avant, et bien on obtiendrait 50% de gains à consommation égale, c'est-à-dire grosso modo, pour la même consommation, on aurait 50% de performance en plus. Ça avait été vérifié entre le RDNA et le GCN, je vous rappelle, et entre le RDNA 2 et le RDNA, ça avait été plus ou moins vérifié. Et donc avec cette nouvelle architecture, on obtiendrait 50% de gains. Je vous rappelle également qu'on aurait probablement une version 2 du ray tracing, ce qui permettrait de rattraper le retard versus les RTX 3000, mais attention, les RTX 4000 devraient sortir à la même période. Et pour exemple, on estime qu'une RX 7700 XT, donc 6700 XT actuellement, 7700 XT en fin 2022, serait l'équivalente d'une RX 6900 XT actuelle. Vous imaginez le gain, le gap important. Alors la RX 7700 XT serait monolithe, c'est-à-dire une seule puce, comme actuellement. Par contre, je vous ai parlé, vous savez, du multi-chip module, ça va arriver très fortement fin 2022 dans les GPU AMD, parce que la 7800 XT, la 7900 XT seront multi-chip module, c'est-à-dire plusieurs modules et non plus un seul, ce qui permettra un meilleur rendement, c'est-à-dire plus de puces par plaquette de silicium, ce qui permettra également un coût réduit, parce qu'évidemment, plus de puces par plaquette, ça coûte moins cher la puce, et même si on en met plusieurs, ça coûtera toujours moins cher qu'une grosse puce. On peut également produire en différents process, c'est-à-dire que certaines parties qui sont très rapides, on va les produire par exemple en 5 nanomètres ou 6 nanomètres, probablement en 5 nanomètres, et d'autres parties qui sont un peu moins rapides ou qui nécessitent un peu moins de vitesse, on peut les produire en 6 ou 7 nanomètres, c'est-à-dire qu'on peut jongler avec plusieurs lignes de process pour finalement optimiser le nombre de puces sorties en fonction du nombre de puces par plaquette. Mais il se profite quand même quelque chose, et pour les RTX 4000 et pour les RX 7000 de AMD, c'est une augmentation de prix. Là, ils ont fait très fort en 2021, je vous rappelle, avec les prix. Malheureusement, on n'a pas vu beaucoup quand même de cartes graphiques à ce prix-là, mais je pense que l'équivalent va augmenter, c'est-à-dire qu'une RX 7700 XT ne sera pas le même prix qu'une RX 6700 XT d'aujourd'hui. Elle sera plus chère. Et d'ailleurs, on parle pour les RTX 4090 de prix faramineux, mais ça, on en parlera une autre fois. Pour finir, fin 2023, début 2024, devrait sortir RDNA 4, ça va très très vite. RDNA 4, c'est encore 50% de gain, c'est ce qu'ils annoncent. Donc ça va être juste faramineux, des RX 8000 qui exploseraient absolument le compteur. J'en reparlerai plus tard, quand j'aurai un peu plus de détails en particulier, mais en termes de MCM, multi-chip module, ils vont empiler beaucoup de puces. C'est une technique que AMD maîtrise parfaitement, contrairement à ses concurrents. C'est un peu l'inverse du ray tracing, c'est-à-dire Nvidia maîtrise parfaitement le ray tracing et a une longueur d'avance, et bien là c'est AMD qui a une longueur d'avance sur le MCM. Finissons cette vidéo par Kena Bridge of Spirit. Alors je vais d'abord parler du petit problème, plutôt gros d'ailleurs, et ensuite parler du jeu lui-même rapidement. Alors, le petit problème il est simple, c'est que le jeu n'est pas sorti avec une version physique. C'est-à-dire je vais me concentrer sur la version console, mais sur PC c'est la même chose. Si vous n'avez pas envie d'acheter une version digitale, vous voulez acheter une version physique, eh bien vous allez devoir attendre. Et il y avait même un risque que ça ne sorte jamais. Alors je ne peux pas en vouloir à Amber Labs, pourquoi? Parce qu'Amber Labs, c'est un petit studio, ils étaient 35, ils sont peut-être un peu plus maintenant, mais donc il faut savoir que produire du physique, ça a un coût, et surtout, ça nécessite des personnes qui s'en occupent. Alors vous allez passer par un distributeur, bien entendu, mais il y a quand même une relation avec le distributeur, une discussion continuelle, savoir ce qui va se passer, il faut faire la jaquette, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de travail. C'est pas tout le distributeur qui va faire, et vous vous en déchargez. Donc je peux comprendre que Amber Labs était plus intéressé de mettre directement en ligne son jeu, c'est bien plus facile, vous savez, actuellement, les éditeurs de romans, c'est bien plus facile aussi pour eux de mettre en e-pub, vous savez, avec les e-books, de mettre directement le roman en e-pub et de ne pas se taper, excusez-moi l'expression, le passage par les imprimeurs, ce qui est beaucoup plus compliqué, gestion de stock, etc., distributeurs et j'en passe. Oui, mais derrière Amber Labs, côté console, il y a qui ? Il y a Sony, qui ont eu une exclusivité, je pense au moins temporaire d'1 an, qui ont une exclusivité sur ce jeu. Or, Sony aurait pu donner un petit coup de pouce, aurait pu aider Amber Labs pour faire la distribution physique. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Eh bien, tout simplement, parce qu'ils gagnent beaucoup plus en digital. Sony, je vous l'ai déjà dit, quand vous achetez sur le PlayStation Store, ils gagnent 30%. Si vous vendez le jeu en physique, moins cher en plus, par exemple à Leclerc, eh bien ils ne gagnent que 10 à 15% maximum
d'un jeu qui est vendu moins cher. Donc dans un cas, par exemple, le jeu actuellement coûte 40 € sur le PlayStation Store, ils vont gagner donc 12 € dessus. S'il est vendu 32 € par exemple à Leclerc en boîtier, eh bien ils ne vont gagner que 3 €, 4 fois moins. Donc vous imaginez bien l'intérêt de Sony là-dedans. Et on annonce une version physique de luxe, c'est-à-dire un peu plus cher. On verra le prix en question, mais ce n'est pas la version de base visiblement qui sera faite en boîtier. Tout ça pour gagner un peu plus, bien entendu. Bref, je trouve ça quand même un peu mesquin, même si on peut comprendre le côté monnaie. Je trouve que le silence de Sony, une fois de plus, est assez édifiant. Ils sont silencieux quand ça les arrange, et quand ça les arrange, ils envoient quelques piques aux adversaires. Mais reconnaissons quand même une chose, c'est que le jeu est magnifique. Le jeu est très très beau. Alors ce n'est pas du tout une super révolution technique, il ne faut pas du tout penser ça. C'est simplement une inspiration graphique, une inspiration artistique qui fait toute la beauté du jeu. Comme je le cite très souvent, Ori par exemple, eh bien Kena Bridge of Spirits, c'est la même inspiration, ce n'est pas le même type de jeu, mais je veux dire qu'ils ont été très inspirés graphiquement parlant, c'est très beau. Le personnage de Kena est vraiment attachant, ainsi que tous les petits personnages qui sont autour. Les combats sont classiques, on voit bien quand même que c'est du Unreal Engine 4, il ne faut pas rêver non plus, mais c'est du Unreal Engine 4 bien maîtrisé, et ça fait toute la différence. Ils ont fait le taf. Alors certains disent que le jeu est très court, ça fait 12 heures effectivement, 12 heures pour 40 €, certes ce n'est pas du Assassin's Creed Valhalla, mais si, parce que j'en suis qu'au début, j'ai fait que 2 ou 3 heures, mais si le jeu est très varié pendant 12 heures, eh bien je préfère largement ça à un Assassin's Creed Valhalla, où au bout de dizaines, 20 ou 30 heures, on s'aperçoit que c'est toujours la même chose. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais pour le moment, je m'éclate. Visuellement, je vous répète, c'est très joli. La bande-son est très très belle. Et l'aventure est assez intéressante, avec bien entendu des défis, comme vous le voyez à l'arrière, variés. C'est-à-dire que vous avez des moments où vous allez devoir faire des défis, un peu d'acrobatie, avec des passages divers et variés. À d'autres moments, des combats et des améliorations, bien entendu, tout le temps de votre personnage. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.